C'est maintenant que les éditorialistes opinent sur l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'antenne. Alors, je vous présente les éditorialistes conviés ce dimanche pour l'exercice. Je suis avec Florent Rossineau, que vous connaissez déjà, que trop bien. Il est le secrétaire de rédaction de la Croix du Bénin. Florent, bonjour. Angèle, bonjour. Je suis très heureux de revoir les téléspectateurs et d'être sur votre plateau. Le plaisir, il est partagé. Merci. Nafi Ogouchola, directeur général de l'Investisseur, bonjour. Bonjour à vous, chers consoeurs, et bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Et puis Armand Danou, journaliste à Bénin Intelligent. Armand, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour téléspectateurs. Vous avez souhaité vous rattraper pour ce dimanche. Bien évidemment. Voilà. Alors, nous allons démarrer par le premier sujet qui nous est proposé par vous, Florent Rossineau, nous vous écoutons. Oui, Angèle, c'est la brouille à la CBD, à la Commission béninoise des droits de l'homme, qui a suscité mon attention, retenu mon attention pour ce forum que nous constituons aujourd'hui. Depuis lundi dernier, la presse nationale a relayé l'information selon laquelle il y a tentative de révocation du président Clément Capochichi. Et les frondeurs lui reprochent un certain nombre de choses, comme abus d'autorité, manquement dans la passation des marchés publics. Et lui-même, Clément Capochichi, ne se reconnaît pas dans ces allégations, dans ce procès qu'on lui fait. Selon l'intervention qu'il a effectuée dans la presse nationale, c'est que les frondeurs, en réalité, les raisons de leur acte remontent à 2022, où il a été urgent pour la CBDH de revoir sa constitution interne, donc de réformer l'institution pour, disons, la sortie de l'engrenage d'organisations non gouvernementales. Donc, il a initié, avec le président de la République, le ministre garde des Sceaux d'alors, une réforme qui constitue, en réalité, à insérer dans la loi qui régit la Commission béninoise des droits de l'homme, la désignation au mérite. Non seulement la désignation au mérite, mais qu'on revoit aussi l'appréciation de la CBDH quant à la torture. Mais donc, cela n'a pas été du goût, selon le président de la CBDH, ce n'a pas été du goût des frondeurs qui auraient organisé une assemblée générale. Et selon le président de la CBDH, c'est que cette assemblée générale n'a jamais tenu. Non seulement ça n'a jamais tenu, il a esté en justice pour demander à ce que le tribunal de première instance de Cotonou puisse se saisir du dossier. Donc c'est ce sujet qui a retenu mon attention et donc je voudrais que nous partagions un peu les réflexions que nous avons tout autour. D'accord, alors voilà le sujet. Nafi Ogouchola, quelle analyse faire de cette situation? Oui, c'est un peu dommage qu'on puisse assister à ces genres de situations qui prévoit actuellement la Commission béninoise des droits de l'homme, parce que quand on parle de droits de l'homme, ce sont des gens qui ont été désignés par leur fêtière, puisque la Commission béninoise des droits de l'homme est composée de plusieurs représentants de plusieurs fêtières, associations, avocats et autres représentants de l'Assemblée nationale aussi. Voilà. Deux membres de l'Assemblée nationale, voilà. Des membres des organisations gouvernementales, de défense des droits de femmes. Droits des enfants. En tout cas, c'est fait pour qu'il y ait un certain équilibre, non seulement cela, que ce soit des personnalités vraiment responsables qui se retrouvent au niveau de cette institution. Voilà. Alors que donc, quand ceux-là qui sont habilités déjà à lutter pour la protection, pour défendre les droits de l'homme dans notre pays, se retrouvent déjà à s'accuser de violation de quelque droit que ce soit, c'est vrai que ça interpelle gravement. Et aujourd'hui, la situation, c'est que c'est la majorité des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme qui sont maintenant contre le président actuel en exercice. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Selon ce qu'on a eu dire. Hein, oui, parce que le président dit, selon les informations rapportées par le matinal, que cette assemblée générale n'a même jamais eu lieu parce que le tribunal a défendu de la tenir. Justement, au-delà même avant même qu'il n'y ait assemblée générale, le seul fait qu'il y ait problème et qu'on accuse dans une commission de défense des droits de l'homme, qu'on accuse
accuse quelqu'un de peut-être mauvaise gestion, de d'émission, de conflit d'intérêts et autres, c'est des faits et vraiment graves. Cela aurait pu être une autre institution où on ne parlait pas de défense des droits des hommes, de l'homme par exemple, qu'on aurait pu comprendre. Mais quand ceux-là qui ont été mobilisés pour défendre les droits de l'homme en leur sein maintenant se révèlent, comment appelle-t-on, s'accusent d'une manière ou d'une autre, puisqu'on ne peut pas prendre parti, puisqu'on ne sait pas si c'est les faits, les accusations portées par un camp ou l'autre sont vraiment ce qu'elles sont. C'est après les enquêtes qu'on saura, mais déjà ça décrédibilise la maison et ça montre qu'il y a vraiment malaise parce qu'on ne peut pas imaginer que de telles accusations. Parce que c'est des vraies des accusations très très graves. Quand on parle de conflit d'intérêts, de gestion, comment on appelle-t-on, quelqu'un qui est en train d'accuser de mauvaise gestion, est-ce qu'il peut défendre les droits d'un homme? Parce que pour mal gérer, il faut d'abord brimer les droits des autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est très, très grave. Et ça jette de l'opprobre sur cette commission-là. Voilà. Oui, Armand Danou. Oui, je pense que notre confrère Florent mérite d'être salué pour avoir soulevé ce sujet qui a agité l'actualité nationale au cours de la semaine. Déjà le lundi, il y a cette information qui a agité la toile, comme c'est pas permis. Moi, franchement, sans vous mentir, c'était quelque chose qui m'avait surpris. Je me suis dit, mais c'est encore quoi ça? Plusieurs recherches, plusieurs enquêtes menées, il s'avérait que il y a du bruit dans la maison, mais que on aurait même dit qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale dans la maison. Donc, c'est très confus. C'est confus au sein de cette commission. Et ce qui est, je rejoins mon confrère Rafiou qui disait que c'est dommage que ça n'honore pas cette maison. C'est que c'est constitué rien que des commissaires. Commissaires, on a dit. Donc, on estime tout de même que ceux-là, ils ont une certaine vertu à partager à l'endroit de la population, de l'opinion publique. Ils ont une certaine image à sauvegarder avec les présumés, les supposés accusations portées à l'endroit du président. Moi, je pense que c'est bien dommage. Heureusement, le jeudi passé, il y a eu une séance au niveau de la Cour constitutionnelle et puis la vice-présidente qui ferait office de président par intérim, elle estime qu'elle a tout un lot de preuves à défendre les jours à venir. On attend bien de voir, puisque c'est un dossier qui est en essence devant la justice. Moi, personnellement, je me réserve d'aller au fond de ce dossier du moins, histoire de voir clair dans ce dossier, puisque l'audience est reportée au 9 novembre prochain, je crois. Donc, on attend bien de voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, Clément Kapotiti est présumé accusé, présumé attribuer des fautes lourdes commises au niveau de cette commission. On attend bien de voir. Ce qui est même dit, c'est qu'on ne le destitue pas en tant que président. On veut le sortir. On veut le sortir carrément de la commission. Donc, sûrement, moi, je me permets de réserver mes impressions pour la fin de cet épisode qui vient d'être lancé, puisque on attend carrément le 9 novembre pour pouvoir aborder au fond ce sujet-là. Parce qu'il y a une brouille du cafouillail carrément. Il y a le camp de la vice-présidente qui sont dans leur disposition, ils accablent le président de plusieurs fautes commises. Et il y a également Clément Kapotiti qui essaye d'une manière ou d'une autre à se défendre pour estimer qu'il y a eu violation de procédures et autres. Donc, ce n'est que la Cour constitutionnelle qui pourra départir les uns et les autres. Ce qui semble presque incompréhensible, c'est, je veux dire, tous ces efforts qui semblent
être foulé aux pieds, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette institution a reçu la note A, je crois bien, récemment, et elle s'est vraiment débattue pour avoir une certaine crédibilité, prouver d'ailleurs son indépendance par rapport à l'exécutif. Donc, qu'une institution du genre se retrouve comme ça dans cette situation, beaucoup n'arrivent pas à mettre, je vais dire, quelque peu le sérieux, ou bien à comprendre ce qui s'y passe concrètement, Florent Roussillon. Oui, Angèle, tu sais, dans notre jargon, on dit souvent les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et vous savez, c'est curieux. C'est curieux d'entendre et d'être informé de ce qu'à la Commission béninoise des droits de l'homme, il est à bruit. Ceux qui sont chargés de protéger nos droits, de promouvoir nos droits individuels et collectifs, se querellent entre eux. Alors qu'ils sont entretenus aux frais de l'État. Et ce qui est même curieux, c'est que c'est à quelques semaines de la fin de leur mandature que le problème éclate à la face du monde. Et vous l'avez dit, ils ont fait de grands efforts pour hisser la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et ce statut A n'est pas un statut acquis une fois pour toutes. C'est que, de façon périodique, on doit organiser, ou les institutions onusiennes doivent organiser des inspections pour voir si nous méritions de rester à ce statut. Et les fondeurs claquent la porte à un moment où la Commission des droits de l'homme doit en fin d'année délivrer ou rendre public le rapport 2022-2023 des droits de l'homme au Bénin. Alors, quelle crédibilité on peut accorder à ce rapport qui sera publié en décembre 2023, bon, donc dans quelques mois? Est-ce que leur bruit entache le contenu de leurs travaux? Florent, on ne peut pas le dire sur un plateau. Angèle, écoute. Le président de la Commission des droits de l'homme, Alain Capot, et Clément Capotici, a bien dit dans son intervention publique, pour se défendre, que c'est une situation qui datait depuis 2022. Lorsqu'il a été nommé, désigné par le gouvernement pour représenter la Commission béninoise des droits de l'homme à la Commission des tortures, à la Commission de la prévention de la torture, au niveau des histoires onusiennes, ce qui n'a pas plu aux frondeurs. Plus que cela... Bon, ça, c'est votre interprétation. Non, mais moi, je dis les faits sont sacrés, les faits sont là. Les faits exposés à la face du monde, à la face de la presse béninoise sont là. Donc, les frondeurs n'ont pas vu de bon oeil que la réforme qui a été engagée et dont la loi a été envoyée à l'Assemblée nationale pour la désignation au mérite et pour revoir la réforme par rapport à la prévention relative à la torture au Bénin, comme la loi n'a pas encore été votée à l'Assemblée nationale, je pense que certains commissaires n'ont pas aimé le fait qu'on désigne quelqu'un pour le représenter l'institution du moment où la loi qui est en instance à l'Assemblée nationale n'a pas encore été votée. Mais donc, ils n'ont pas aimé ou pas, c'est le gouvernement qui veut faire modifier cette loi-là. C'est un conseil des ministres, la décision a été prise le 5 octobre dernier, je pense bien. Et Angèle, lorsque le gouvernement a initié cette loi-là, les frondeurs ont été associés. Mais ils ont dit quels sont leurs arguments, ils ont exprimé clairement leur opposition. Donc, il fallait en réalité que le leadership soit entretenu autour de cette réforme pour pouvoir avoir l'assentiment de tout le monde. Parce que ce qui se pose comme problème, c'est que je ne pense pas que nous soyons encore en odeur de sainteté avec les institutions onusiennes lorsqu'ils vont vouloir statuer sur le statut A qu'on a donné à la Commission des droits de l'homme. Alors que ce statut A nous permet de prendre la parole à l'ONU pour défendre les droits de l'homme. Alors, vous avez brûlé chez vous. Le contribuable vous donne de l'argent. Vous êtes des adultes. Vous êtes des juristes assermentés. Et que vous n'arrivez pas à vous entendre chez vous. Comment est-ce que... Tous, ils sont pas tous, mais comment est-ce que vous pouvez défendre
votre crédibilité devant une institution qui vous met tout le temps, le contrôle et autres. Donc, moi, je pense que il faut savoir raison garder. Il faut savoir aussi raison susciter. Et il faut que ces frondeurs, avec le président, ils s'asseyent. Parce que là-bas, c'est que nous allons vers un bras de fer juridique. Et si nous allons vers ce bras de fer juridique, ceux qui payent les frais de ce bras de fer juridique, ce sont d'abord les détenus dans les prisons civiles de Cotonou ou dans tout le Bénin. Parce que même si on estime qu'on a quelques milliers de détenus, il faut aller voir les conditions dans lesquelles ces détenus-là sont. Donc, je prie les conseillers, je prie les commissaires de bien vouloir s'asseoir pour trouver un terrain d'entente et d'abandonner la piste du bras de fer juridique qui s'annonce. C'est cela. Donc pour vous, cette situation a mis aux arrêts les travaux de la commission, c'est ça? C'est clair. Oui, Armand, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire à mon cher ami Florent que son intention selon laquelle il faudrait que les commissaires et puis le président s'asseyent et trouvent un terrain d'entente, que cette proposition est déjà, leur échappe déjà, puisque là, ils sont déjà devant la Cour constitutionnelle. Devant la Cour constitutionnelle, ça veut dire que le juge constitutionnel va faire sortir au soir peut-être du 9 novembre prochain une décision en faveur de X ou de Y. Donc, on est déjà dans la justice, dans le juridique et dans la décision juridique, la démarche juridique. Et aujourd'hui, ce qu'on déplore, et là, je rejoins, Angèle, mes chers confrères, que cette maison, c'est déplorable qu'on arrive à ce point. Et je l'ai souligné tout à l'heure, ce que nous aurons souhaité, c'est que tout se passe normalement, mais il n'y a pas de maison sans problème, sans crise. Donc, s'il y a crise et on est à un certain niveau donné et une décision sorte d'une intervention juridique ou autre, que chacun puisse s'en tenir à cela. Aujourd'hui, on est devant la justice, rien n'est, on n'a plus de chemin à rebrousser ou autre, mais on a tout simplement à s'en tenir à la décision du juge constitutionnel et que nous essayons de mettre de côté nos préjugés, nos intentions ou autres, et qu'on attende tout simplement la décision finale, parce que à vouloir aller au fond de ce dossier, de part et d'autre, il y a et chacun de son côté essaie de tirer le drap. Elle vient avec un argument. Elle vient avec un argument. La même preuve, le jeudi passé, la vice-présidente qui fait office de présidente pas intérim de selon cette assemblée générale, selon cette assemblée, tenue ou pas, on ne sait même pas, puisque le président estime qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Cette vice-présidente est venue, elle s'est présentée devant les conseillers de la Cour constitutionnelle, les sages de la Cour du moins, et elle a fait des déballages, et elle estime venir encore les jours à venir avec d'autres déballages. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Il faut forcément qu'on attende. Ce n'est que le prologue. Ce n'est que le prologue. Et puis, on attend la fin de cet épisode qui vient de s'ouvrir. Et on attend bien de voir. Franchement, c'est dommage, certes, mon cher Florent, mais ça ne manque jamais dans une maison. Oui, on va finir sur cet aspect que Florent a quelque peu évoqué, c'est cette crédibilité-là de l'institution, parce que ce statut obtenu par le Bénin et apprécié d'ailleurs n'est pas un acquis. Il faudrait travailler justement à garder cette position, et avec cette brouille, c'est un mauvais départ. Oui, c'est un mauvais départ qui n'augure rien de bon, qu'on le veuille ou pas. Parce que quand il y a de telles tensions, que ce soit n'importe quelle institution, société ou département ministériel, forcément, on sait que d'abord, ça ne donne pas une bonne image de vous. Même que ce soit sur le plan interne ou à l'international, ça veut dire qu'il y a mal donné. Et quand vous voyez un peu les faits qui sont un peu reprochés au président actuel, on parle de conflit d'intérêts dans les marchés publics, dilapidation de fonds, et légèreté, abus d'autorité, de fonction. C'est des faits tellement graves qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui qui travaille pour rendre la justice, pour préserver les droits des autres, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui le fait
qui fait ce genre de travail puisse lui-même se retrouver à enfreindre tellement de règles à la fois. Et aujourd'hui, on est à un moment où, quand on prend au plan national, la Commission béninoise des droits de l'homme, aujourd'hui, cette dernière semaine, s'est fait beaucoup plus connaître qu'elle n'était connue avant. Parce que c'est des institutions qui font un travail normalement qui doit être à la portée accessible à tout citoyen lambda. Parce que tout citoyen lambda aujourd'hui qui voit ses droits brimés d'une manière ou d'une autre, a normalement la possibilité de saisir la Cour béninoise des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme, pour que celle-ci puisse l'aider à, comment appelle-t-on, à ce que justice soit faite. Mais aujourd'hui, au lieu qu'on soit en train de vulgariser tout le travail qui est en train d'être fait par la Commission béninoise des droits de l'homme pour montrer que tout citoyen doit avoir accès à ça, doit avoir recours à ça, doit faire confiance à cette institution. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà cette même institution qui souffre des mêmes problèmes que les citoyens lambda doivent venir leur soumettre à eux. Donc franchement, qu'on le veuille ou pas, c'est un vrai recul. Et certainement au plan international, ça aura vraiment un mauvais impact sur, comment on appelle-t-on, notre statut A. Bon, on laisse une tâche d'huile, mais on verra bien la suite à donner. Ensuite, cette actualité pouvoir reste avec vous, Nafi Ogouchola, pour votre sujet. Ok, merci à vous, chers consoeurs. Et le sujet qui nous a intéressé à la rédaction du quotidien L'Investisseur par rapport à cette émission, c'est beaucoup plus les difficultés de cohabitation qu'on remarque de plus en plus entre les secrétaires exécutifs des mairies et les maires élus, et comment on appelle-t-on, démocratiquement. Alors, que ce soit à Kouyogbe, à Cotonou, à Semekoji et autres, on remarque qu'il y a eu des conflits et on a été obligé de changer certains secrétaires exécutifs. Et quand on fait l'analyse, en réalité, la réforme sur cette décentralisation qui a permis de doter les mairies de secrétaires exécutifs et autres cadres émérites, cette réforme a été initiée en réalité pour permettre aux mairies non seulement d'être bien dirigées, d'être mieux dirigées, mais d'être dirigées, comment on appelle, sans prise d'intérêt, sans intérêt particulier, sans parler de politique. Or, on se rend compte en réalité que sur le terrain, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas été prises en compte. Parce que on voit que les secrétaires exécutifs, il y a un problème vraiment de, comment on appelle, de gestion, de coordination de gestion entre les secrétaires exécutifs aujourd'hui et les maires. Parce que c'est vrai que les maires qui ont été élus par le peuple et les secrétaires exécutifs qui ont été sélectionnés après un test, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs légitimes vis-à-vis de la commune ou bien de la ville dans laquelle ils sont. Et on se rend compte que même si le maire, son président du comité de supervision qui est techniquement et hiérarchiquement plus élevé que au-dessus du secrétaire exécutif, on se rend compte qu'il y a eu tellement de conflits d'intérêts. Par exemple, dans une certaine mairie où, comment on appelle, le secrétaire exécutif qui est venu et qui dit non, il n'y a pas de dotation pour la presse, pour les activités, on n'invite plus les journalistes. Alors que le maire, lui, il a besoin de visibilité pour ses activités. Parce que lui, il a besoin que cette population puisse savoir que lui, il est en train de travailler. Et attirer également les investisseurs. Et attirer également les investisseurs. Or, voilà que le secrétaire exécutif, lui, il n'a aucun intérêt dans ce cas-là. Alors, il se pose beaucoup de problèmes de coordination, de collaboration et de formation. Et beaucoup plus aussi de maîtrise des tests qui régissent ce mode de gestion qu'on est en train d'expérimenter au Bénin. C'est vrai qu'on va pas dire que, comment on appelle-t-on, que c'est mauvais, que c'est négatif, parce qu'il n'y a aucune loi qui soit parfaite, il n'y a aucune réforme qui n'ait pas de choses à corriger. Mais aujourd'hui, après quelques années de mise en pratique de cette réforme, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui, qu'il n'y a de solution grâce à cette réforme-là. Et même si, comment on appelle-t-on, on se rend compte que quand un secrétaire exécutif ne cadre pas bien, est défaillant, bien lui reproche quelque chose, on le remplace par un autre. Mais quelle garantie on prend? Quel est le travail qu'on fait aujourd'hui pour être sûr que celui qui vient, qui est nouvellement venu, que celui-là sera mieux que l'autre, ou bien que celui-là a été plus préparé que l'autre? Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect recrutement.
Sur quelle base est-ce qu'ils ont été recrutés? Quel est le profil, le réel profil les cela a été évoqué quand les recrutements se faisaient, quand on constituait la base de données. Voilà, il y avait un profil donné. On voulait des cadres pour gérer, justement. Maintenant, sur près de 3000 et quelques, on a pu sélectionner 100 et quelques. Maintenant, ce que je dis en réalité, comment est-ce que des gens qui ont été recrutés et pour mieux gérer, comment est-ce que ceux-là, aujourd'hui, apprennent après deux années d'exercice, beaucoup d'entre eux ont été virés ou bien ont été démis de leurs fonctions parce qu'on leur reprochait mauvaise gestion, conflit d'intérêts, ou bien, comment on appelle, et on parle même de comment on appelle, peut-être de certains secrétaires exécutifs qui ont outrepassé leurs prérogatives carrément. C'est pour ça que je parle de formation, mais je parle de recrutement. Est-ce qu'ils ont été bien coachés? Parce qu'au départ, quand la réforme était entrée dans sa phase active, les autorités disaient que c'est ceux-là qui ont été comment on appelle, qui ont été choisis, bien tirés au sort, voilà, que une fois qu'ils allaient entrer en activité, qu'on n'allait pas les laisser comme cela, qu'il y aurait une formation continue et autre. Mais s'il y a une formation continue et autre, qu'est-ce qui s'est passé alors jusque-là pour qu'on ait encore détournement de fonds, bien mauvaise gestion, ou bien que implication, et comment on appelle, conflit d'intérêts et autres. Donc c'est le moment aussi d'interpeller nos autorités pour qu'ils puissent, comment on appelle, continuer par travailler par rapport à cette réforme-là. Pas pour dire que la réforme elle est mauvaise en soi, non. Mais continuer par travailler pour toujours améliorer et surtout assister les secrétaires exécutifs qui sont en fonction, toujours continuer par les former, par les recycler pour qu'ils soient les meilleurs aussi, pour qu'on puisse avoir les rendements. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà du conflit qu'il y a, et de certains conflits qui naissent entre les secrétaires exécutifs et les maires, il y a aussi des conflits qui naissent entre les secrétaires exécutifs et les responsables des affaires administratives et financières. Alors que tous ont été sélectionnés dans le même processus, ils ont été issus d'un même tamis. Alors comment se fait-il que sur le terrain, on se retrouve encore à avoir assisté aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes pour lesquels on les a appelés? Parce que dans l'histoire, il n'y a que les maires qui soient perdants, parce que c'est eux qui se sont vus dépouiller de beaucoup de choses. Mais, mais finalement, les SE aussi qu'on envoie, mais s'il y a autant de problèmes, c'est que vraiment, il faut réfléchir par rapport à cette réforme-là et l'améliorer continuellement pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs pour lesquels ces réformes-là ont été oudies. Bon, ce sujet, il faudrait préciser que le dernier acte en date, c'est cette situation à Koutounan qui a obligé la HE de cette commune à déposer sa démission. Elle ne s'est pas contentée de la formule classique de convenance personnelle. Elle a livré beaucoup de détails. Bon, ces détails sont laissés à l'appréciation de la justice, mais on constate quand même qu'il y a ce malaise dans cette cohabitation qui commence à interpeller Armand Dana. Bien évidemment, c'est ce malaise qui commence par interpeller vraiment par rapport à cette réforme courageuse, engagée par le chef de l'État et le gouvernement béninois. Puisque ne nous leurrons pas, par le passé, on sait comment les mairies étaient gérées. On sait très bien comment ça se passait. On se souvient très bien des fonds FADEC. Et par le passé, comment ça a été géré. Et aujourd'hui, il y a également les problèmes liés au foncier. Et bon nombre de maires étaient liés à ces problèmes. Et bon nombre de maires ont été jetés en prison à cause de la mauvaise gestion de nos différentes communes. Ne nous leurrons pas. C'est sûrement et certainement à partir de ce diagnostic qu'il fallait forcément trouver une formule pour, un temps soit peu, libérer les maires, les débarrasser de cette gestion qui les emmène, les conduisent en prison. Et aujourd'hui, il y a la présence des SE. Et aujourd'hui, on qui fait plus de bruit aujourd'hui que ce qu'on cherche. En fait, c'est ce que disait Nafi. Mais moi, je pense qu'en principe, ne nous leurrons pas. En principe, le problème ne devait pas se poser. En principe, le problème ne devait pas se poser. D'autant si chacun essaye de rester dans son couloir et jouer pleinement son rôle,
le problème ne devait pas se poser. Moi, cette réforme au niveau du secteur la décentralisation. de la décentralisation, moi, je l'ai applaudi. Je l'ai applaudi d'autant plus que ça permettra aux maires de jouer pleinement leur rôle, ce pourquoi ils sont élus. Maintenant, lorsque la politique s'y mène, c'est que ça crée un autre problème. Parce qu'on sait comment chacun de ces maires fonctionnait, entretenait leur base. Maintenant, s'il y a un conflit d'intérêts qui se pose, estimez que il y aura tout problème à la base. Et aujourd'hui, il y a suspension de SE par ici, il y a démission par là et autres. Moi, je pense que si même la réforme devrait être repensée, moi, j'inviterais les dirigeants, les décideurs, les autorités de ce pays qui ont pris à bras le corps cette réforme-là, qui ont engagé cela, de foncer et de voir là où il y a faille et de corriger, mais de continuer sur cette lancée. Parce que aujourd'hui, on estime que la présence des SE constitue un blocage pour le développement des communes. Mais moi, je dis, peut-être ça n'a pas encore pris, mais avec le temps, ça va prendre. C'est la sociologie peut-être béninoise qui exige cela, où cette cohabitation est enrhumée pour le moment. Mais moi, j'ai espoir qu'avec le temps et dans les années à venir, ça va prendre. Maintenant, là où je souhaiterais, c'est peut-être une suggestion, qu'on essaye de voir les choses, c'est par rapport au positionnement des SE. Les SE, voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas un milieu et on l'envoie dans cette localité pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir être, être du milieu, parce qu'il faudrait que le milieu vous accepte et autres. Et au-delà de ça, que vous-même vous retrouvez vos intérêts dedans. Si c'est votre commune, par exemple. Vous serez à l'aise là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de corriger ce côté-là, au lieu d'envoyer quelqu'un qui est, par exemple, de Dassa à Tukutuna, ou soit quelqu'un qui est de Porto-Novo à Segmana, qui ne maîtrise même pas le milieu, qui n'a aucune notion de... À vouloir, en allant là-bas, il va chercher à faire preuve de rigueur, ce qui ne va pas plaire aux maires même. Pour résumer, on ne maîtrise pas les pratiques de la localité. Pas les pratiques du milieu. Et lui, il va vouloir bien faire son travail, mais les autres ne vont pas voir ça de bon oeil. Mais de ce côté-là, est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses? Ce sont des suggestions, mais cette réforme, je pense que, humblement, les maires doivent applaudir ça. Et même les administrés, quel que soit leur niveau, méritent doivent applaudir cette réforme et encourager. Parce que, d'une manière ou d'une autre, ça va profiter aux différentes communes en question, aux différentes communes de notre pays. Ça va profiter. La rigueur par rapport à la gestion de la chose publique. Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a eu cette démarcation, cette dissociation qui a été faite entre la fonction du maire et celle du SE. Il faudrait que le SE est purement technique. Le maire peut jouer son rôle de politique, peut être dans sa logique politique, mais le SE est purement technique pour gérer ce qui concerne toutes les questions qui ont lié avec les finances publiques, les finances de la municipalité, les collectivités locales et autres. Le SE s'occupe de tout cela. Moi, la cohabitation devrait être normale, mais si aujourd'hui on estime qu'il y a problème et qu'il faut forcément que tel SE quitte sa fonction, ou bien l'autre ne se retrouve pas confortablement au niveau de son poste, et il faut forcément qu'il démissionne par rapport à la SE de Tukutuna qui a évoqué toute une liste de plaintes. Parce que lorsqu'on parcourt tous les éléments évoqués dans sa lettre de démission, on se demande, mais où en sommes-nous? Que voulons-nous? Est-ce que nous voulons véritablement le développement de ce pays? Justement. Parce que
le développement de toute une nation passe déjà par le développement par la base. Et lorsque la base fausse, c'est que nous serons là à nous leurrer en criant sur tous les toits que nous avons pour objectif ou bien notre pays est développé ou autre. Donc, il faut forcément que nous essayions de nous mettre dans cette posture de vouloir que les choses se passent correctement à la base. Et si les choses vont se passer correctement à la base, il faut forcément une orthodoxie financière au niveau de nos différentes communes. Au niveau de nos différentes communes et celles et ceux qui sont habilités à gérer cette fonction, ce sont les SE, les politiques. Les maires n'ont qu'à jouer leur rôle de maire et les SE n'ont qu'à jouer leur rôle de SE. D'accord, voilà, la chose, c'est tout comme si c'est très compliqué que chacun reste dans son couloir ou bien l'un a ses intérêts dans le couloir de l'autre ou bien l'autre vient empiéter. Non, mais Angèle, on ne saurait refuser ça tout au début. Tout au départ, puisque nous sommes au début de la mise en œuvre de cette réforme. Les premières années, il doit y avoir du flottement, c'est tout normal. Mais les années à venir, c'est que ça va prendre, que chacun reste dans son couloir et qu'on essaye de savoir que moi, je suis dans mon couloir, il faudrait que je joue mon rôle. Il ne doit pas avoir d'altercation entre SE et puis maire ou même les travailleurs, comme il a eu récemment au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi, et il y a eu de bruit encore, de bruit et autres. Moi, je souhaiterais que s'il y a de pépins à un niveau, qu'on essaye de s'entendre, le maire et la SE, ou bien le SE, essaye de s'asseoir et de dégager là où il y a de soucis, et que la retourne. Ok, finalement, je vais poser la question à Florent. Florent, la question était pour vous. La voici. Depuis ce temps que cette réforme a été, je vais dire, mise en application, si on s'en tient à ces bruits, c'est presque comme s'il n'y a pas de résultat. Notez-vous au moins, mis à part ces malaises liés à la cohabitation, notez-vous au moins des résultats. Je pense qu'il y a des résultats significatifs issus de cette réforme. Le problème qui se pose, c'est un problème de relations interpersonnelles, c'est un problème de pesanteur socio-culturelle. Et vous savez, il ne peut en être autrement. Puisque lorsque vous lisez le code, la loi portant code de l'administration territoriale, et que vous constatez que la loi attribue au maire la fonction de gardien de nuit, et demande au secrétaire exécutif d'être le contrôleur, c'est normal qu'il y ait, disons, malaise. Bon, parce que, mais, quand vous caricaturez la chose comme ça, c'est pas vraiment traduit. Écoute, Angèle. Je ne vous coupe pas. Le maire est un élu. Le maire est un élu. D'accord? Alors, on donne plus d'attributs à celui qui a été désigné, et on demande à celui qui a été désigné, d'accord, de contrôler celui qui a été élu. Quand vous prenez le code, la loi portant code de l'administration territoriale, article 105, on dit le maire est chargé de la police administrative dans la commune. À ce titre, il assure le maintien de l'ordre public et veille à la tranquillité publique. Et on demande au secrétaire exécutif d'avoir le contrôle financier, de gérer les ressources humaines, les ressources financières, et de rendre compte, comme l'a dit Nafio, de rendre compte au conseil de supervision. C'est normal qu'il y ait achoppement. C'est normal qu'il y ait achoppement, puisque, mais vous donnez au maire un attribut subalterne, et vous lui dites vous le laissez contrôler par celui sous qui il est. Celui qui est sous lui, du moins, celui qui est sous lui. Et ce qui est même ahurissant dans cette affaire, Angèle, c'est que, on dit, à l'article 135 de la loi portant code de l'administration territoriale votée en 2021, que le secrétaire exécutif est l'ordonnateur du budget communal. Vous croyez que le maire va accepter cela? Puisque lui, il est dans
il est dans une posture politique. D'accord? Et cette attitude du maire, je le comprends sous l'angle de ce que les partis politiques ne jouent pas pleinement leur rôle. Quand ils reçoivent, disons, le financement public. Parce que si le financement public reçu par un parti politique est bien partagé et équitablement partagé, le maire ne se retrouverait pas en conflit avec le secrétaire exécutif. Attendez, Non, mais là, il faut qu'on coupe. Florent, Un instant. je pense que Non, Angèle, attendez, il faudrait que Florent Laissons même sache la ceci. police, non, attendez. Le financement public n'est pas fait pour être distribué entre les maires. C'est le parti politique qui décide de sa gestion. Florent, Un instant. Maintenant, le code dont vous citez les articles, cela n'a pas été voté sans que les maires ne soient informés. C'est vrai qu'ils n'ont pas à avoir un avis décisif, mais on les a sensibilisés sur le contenu de ce code ou pas. Vous vous rappelez, c'est le chef de l'État lui-même qui les a reçus au Parlement. On a entendu se rendre notre budget, mais le chef de l'État a eu la réponse à cela. Donc la loi, elle est imposée à tous. On la respecte ou pas, Florent? Ce que vous évoquez semble un peu sombrer le débat qu'on mène. Le maire est élu. Vous mettez l'accent sur la gestion financière. Le maire est élu avec l'article que vous avez évoqué en premier. Le maire est élu et il est le garant du territoire. Qu'est-ce que le maire a à foutre dans la gestion financière? Il faut forcément quelqu'un pour gérer le volet financier et pour pouvoir contrôler les actions ou soit le financement, l'entrée ou sortie de tout autre. Même ce que vous évoquez, l'article que vous avez évoqué par rapport à l'ordonnance du budget, le maire, lui, il est purement politique. Il n'est pas financier. Si aujourd'hui, on a eu l'idée de désigner des individus pour pouvoir gérer ce volet, mais ça mérite d'être applaudi. Et le maire n'est pas là, c'est pas un gardien de nuit tel que vous l'avez caricaturé ou autre, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille au-delà de cette polémique. D'accord. Aller au-delà de cette polémique, c'est de ne pas essayer de mettre en conflit davantage les maires et les SE. Chacun joue son rôle. Peut-être c'est l'amalgame qui est en train d'être fait de part et d'autre, et on estime que forcément je dois avoir un regard sur le volet financier parce que je suis politique et je dois entretenir ma base politique parce que cela me nécessite, cela me demande assez de financement. Il faudrait que j'ai un regard sur ça, et si je n'ai pas de regard sur ça, c'est que le SE ou bien la SE qui est installée n'aura pas la paix. Non, il faudrait que nous essayions, si véritablement nous sommes dans une posture d'aller de l'avant, de véritablement avoir pour objectif le développement de ce pays, le développement local. D'abord, on va aller au-delà, on devrait se mettre au-delà, au-dessus de la mêlée et savoir que nous sommes dans notre rôle. Encore que l'article que vous avez évoqué, les différents articles que vous avez évoqués ont été très précis. Chacun est dans son rôle. Et si chacun est dans son rôle, on ne doit même pas faire de mélange. La SE sait ce à quoi elle est installée. Le SE sait ce à quoi il est installé. On va le laisser continuer. Il fallait faire certaines précisions avant qu'il ne continue. Essayons de... Pas vous, hein, c'est moi qui faisais les précisions. Essayons de mettre les choses au clair. D'accord, oui. Florent, vous pouvez continuer. Nafioula l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on aille à une vulgarisation des tests de la République. C'est ce manque de vulgarisation qui amène au conflit d'attribution. Parce que Armand l'a dit tout à l'heure, les tests sont clairs. Donc, le Bénin n'a pas un problème de tests. Mais le Bénin a un problème, excusez du peu, un peu particulier, d'interprétation et d'application des tests. Donc,
Il faut qu'on en arrive à entrer dans l'intelligence des textes et qu'on s'y tient à cela. Merci. Merci à vous, Florent. Nafi, on va boucler ce sujet. On a Je plus crois beaucoup que de temps. mes confrères ont vidé le sujet. Oui, mais c'est vrai qu'il faut, pour le récapitulatif, hein, c'est comme on l'a dit, peu importe. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si la réforme elle a été bien pensée ou pas. Le plus important, c'est que le travail a déjà été fait, la réforme elle est déjà en application. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir des failles, bien des difficultés, bien des erreurs et ne pas les soulever. Nous sommes dans notre rôle toujours d'interpeller, de dire voilà ce qui se passe, voilà de quoi il est question, de proposer des analyses et commentaires, et c'est aux dirigeants de pouvoir tirer ce qui leur est utile de nos apports et appréciations pour pouvoir améliorer cette réforme-là. Parce que le plus important pour nous, ce seront les résultats auxquels on va aboutir. Si aujourd'hui on conteste et que demain les résultats sont meilleurs, on se rendra compte en réalité qu'aujourd'hui on s'était trompé et que ceux-là qu'on était en train de contester étaient dans le vrai. Et si aussi c'est le contraire, ceux-là aussi se rendront compte peut-être que ceux qui sont aujourd'hui en train de parler des failles et des erreurs de cette réforme, que peut-être que c'est eux qui avaient raison aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'on puisse améliorer toujours ce qu'on fait et que les populations soient toujours les gagnantes. Oui, parce que c'est la commune qui doit être le dernier bénéficiaire de cette... Non, mais aujourd'hui, tel que la chose elle est faite, c'est comme si ce sont les hommes qui se chamaillent au détriment de la commune. Il n'y a pas d'impact véritable aujourd'hui dans les communes, d'impact véritable. On ne peut pas en réalité quantifier réellement ce que les SE consomment apporter aux communes aujourd'hui en matière de gestion, en matière de résultats, en matière de mobilisation de recettes. Franchement, peut-être qu'avec le temps, quand les SE pourront s'acclimater, pourront mieux connaître leur commune, cela pourrait s'améliorer. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas en réalité, à moins qu'il y ait des études qui puissent nous montrer que cela ait pu apporter quelque chose de vraiment nouveau. Parce que les maires ont déjà l'habitude de connaître tout ce qu'il y a comme industrie dans leur commune ou bien dans les villes. Ils savent déjà, il y a telle société qui est là, voilà, il faut toujours envoyer, comment on appelle, celui qui se charge de cela, aller mobiliser les recettes et tout. Et quand il y a aussi les sociétés qui viennent s'implanter dans la commune ou bien dans la ville, ce sont les maires là qui, par la maîtrise qu'ils ont du territoire communal, sont habilités à dire oui, mais dans telle localité, on peut lui trouver 2 ou 3 hectares pour qu'il puisse s'implanter et tout. Et le SE qu'on vient de débarquer de nouvellement, qui n'est pas de là, et puis lui, et comment est-ce qu'il pourra localiser, avoir ces informations-là et gérer ces dossiers. Et aussi, quelque part aussi, comme le disait notre ami, c'est que, bon, pour caricaturer un peu, ne faites pas non plus une mauvaise peinture de la chose. Pour caricaturer, rendez les choses telles qu'elles sont dites. Pour caricaturer un peu, par exemple, quelles sont les voies d'accès dans une commune X, par exemple, c'est le maire qui maîtrise le mieux. Et le maire aura alors à dire au SE, écoute, voilà telle voie qu'il faut réaliser prioritairement. Et voilà le SE. Comment le SE va faire pour savoir que le maire n'est pas en train de le tromper? Donc, il y a aussi quelque chose qui ne va pas là. Tout ça là aussi, voilà, il va falloir corriger cela. En quelque sorte, il y a une méfiance. Oui, surveille, moi je te surveille au fait. Oui. Armand, votre sujet, on conclut sur ça, on a encore à peine 10 minutes. Hein. Oui, bien évidemment, ce sont les tenues de comptabilité exigées aux mosquées et aux églises. J'espère que sur ce plan-là, mon cher ami Florent peut me rejoindre. Et allez-y. La tenue de comptabilité au sein exigée par l'OADA aux églises et aux mosquées, désormais à partir du 1er janvier 2024. Je pense que c'est un sujet qui agite la toile, qui agite l'actualité nationale, même au-delà, et je pense qu'ensemble on peut en débattre. Ça fait ça nourrit un peu de polémique, puisqu'on estime que ce serait le début du paiement d'impôts au niveau des églises. Il n'en est rien. La DGI l'a souligné clairement que ce ne serait pas le cas. Ce sont juste les dispositions de l'OADA et qui ne devraient pas poser de problème. Et même lorsque vous allez au niveau de l'Église catholique, il y a bon nombre d'églises
de chapelles et autres qui tiennent déjà ces comptes en fréquence au niveau de l'Église catholique. J'en sais quelque chose. Et eux, ils estiment qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne devrait pas aller chercher des poursuites, des têtes rasées pour alimenter une polémique vaine. Donc, aujourd'hui, je pense que ça ne devrait pas l'être, même si certains analystes estiment qu'à la longue, ça peut toutefois surgir, c'est-à-dire les impôts à payer et autres, puisqu'on fait cas du moins des églises. La loi 1901, donc tout le monde sait qu'il n'y a pas question d'impôt dans cette affaire-là. Il faudra qu'on le dise en même temps pour qu'on sache que... Ce sont des structures non lucratives. Donc, on les a catégorisées dans ce registre. Ils ne devraient pas avoir de paiement d'impôts et autres, mais ils doivent tenir un registre de comptabilité pour qu'on puisse avoir une idée claire. Et cela même, ma chère Angèle, je pense que ça sécurise davantage même les prêtres et autres, les imams et autres, ça les sécurise et ça renforce davantage la foi des fidèles. Parce qu'ils pourront désormais avoir une idée claire des quêtes qu'ils payent. C'est-à-dire la gestion des quêtes. La gestion des quêtes à la fin de chaque messe qu'on fait. Et lorsqu'on estime que les quêtes ne suffisent pas, on crée encore d'autres quêtes. On aura une idée claire désormais sur ce qui est fait de ces quêtes. Donc ça va renforcer la foi de ces fidèles. Et ça va les sensibiliser à en donner davantage. À en donner davantage et les motiver à venir à l'église. Parce qu'il y a bon nombre de fidèles qui quittent les églises à cause des quêtes. Non, pas à cause des quêtes, mais à cause de la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, oui, parce qu'on multiplie tellement les quêtes qu'on ne sait même pas où vont les quêtes. Donc aujourd'hui, avec cette disposition, je le disais tantôt, au niveau de l'église catholique, ça se fait, mais il y a quelques poches de résistance, mais cette fois-ci, ça va permettre à ceux-là qui sont réticents et qui doutaient un peu de la gestion faite de ces quêtes-là, de pouvoir véritablement aller à l'église et renforcer leur foi. D'accord. Une mesure pour quelque peu, selon les informations reçues cette semaine, pour lutter contre ou bien surveiller les financements occultes, blanchiment et également rendre service, comme Armand le disait, aux fidèles pour qu'ils voient un peu plus clair dans les dépenses de leur congrégation religieuse. Angèle? Oui, on n'a plus le temps, c'est juste un dernier justement, on n'a plus de temps. C'est qu'on ne peut pas aligner les confessions religieuses, notamment l'Église catholique, sous la loi 1901 qui régit les associations. L'Église catholique n'est pas une ONG. Les confessions religieuses ne sont pas une organisation non gouvernementale. L'Église catholique est une œuvre humano-divine. Et, vous savez, l'Église catholique, pour ce que je sais, n'a pas attendu l'OADA pour instaurer une comptabilité ou une lisibilité de la comptabilité. Florent, le débat n'est pas sur l'Église catholique. Non, justement. Le débat n'est pas sur l'Église catholique. J'ai commencé par parler des confessions religieuses. Et maintenant, je particularise pour parler de ce que je sais très bien. Vous comprenez l'Église catholique au Bénin. L'Église au Bénin, il est instauré depuis 2017 le plan stratégique d'action pastorale, notamment par M. Roger Gougodi, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Et l'un des axes, c'est la bonne gouvernance. Et sur toutes les paroisses du Bénin, vous avez un conseil économique, un conseil aux affaires économiques. Et ce conseil rend fidèlement compte de tout ce qui entre comme argent. Moi, je me souviens que j'étais à la paroisse Saint-François d'Assise. 30 secondes. Oui, 30 secondes, il n'y a pas de souci. Sur la paroisse Saint-François d'Assise de Cotonou, de Fréjus, là, où le curé a lancé une collecte de fonds pour réaliser des pupitres. Ils ont reçu de l'argent plus que ce qu'il fallait. Il est venu, il faisait compte régulier. Et à chaque messe, quand vous faites très attention, à chaque messe de l'Église catholique, à la fin, on fait communiquer pour rendre compte de ce qui entre des dons et de ce qu'on en fait. Et le surplus, le curé qui a lancé la colle, le surplus, il a bien dit à quoi est-ce que le surplus est destiné. Et les réalisations sont là visibles. Construction de presbytère,
construction de chapelles, construction de grottes mariales, construction d'hôtels, d'églises. Bon, Donc, vous savez, clair, ça peut l'Église dire en réalité catholique que... n'est pas Non, trop concerné ça peut puisque vous dire- non, c'est ça déjà peut- une habitude. C'est ce que je retire. C'est déjà une habitude dans l'Église catholique. C'est pour vous dire que les confessions religieuses, d'accord, n'ont pas besoin de cette affaire-là. On ne doit pas les aligner sous la loi de 1901 qui régit les associations. Non, je suis désolé. Nafiou, voilà, je disais, c'est une décision pour donc lutter contre le blanchiment, les financements occultes et surveiller quelque peu ces activités. Justement parce que l'OADA, c'est quand même 17 pays africains. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, c'est une décision qui a été prise lors de la 53e session du Conseil des ministres de l'OADA qui s'était passée déjà le 21-22 décembre 2022 à Niamey. Donc, alors, aujourd'hui, en réalité, ce que disent les membres du Conseil, ce que disent les membres du Conseil des ministres qui ont pris cette décision, c'est qu'ils veulent voir clair dans la gestion des finances au sein de certaines associations, mais certaines structures religieuses, qu'ils se lancent dans certaines activités commerciales, par exemple des librairies, des boutiques, des écoles confessionnelles, des centres de santé. Et quand ce sont des confessions religieuses qui se lancent dans ces activités-là, qu'on le veuille ou pas, ce sont des activités commerciales. Maintenant, qu'on le veuille ou pas aussi, le fait de ne pas pouvoir avoir une traçabilité dans la gestion économique des fonds de certaines associations religieuses, ça ouvre la voie à beaucoup de choses, par exemple blanchiment d'argent et autres. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait que on demande aux églises et mosquées de pouvoir tenir une comptabilité. Même si je sais que tenir une comptabilité, c'est un pas vers payer l'impôt. Non, c'est pas... Non. Fiscalité et impôt, c'est pas la même chose. Qu'on le veuille ou pas. Avant Pardon, fiscalité et comptabilité, c'est pas la même chose. Oui, on refuse pas, mais c'est... Non, il faudrait que les choses soient claires. Non, au Bénin. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, que l'OADA, c'est 17 pays. Donc, c'est pas le Bénin qui a régi cela. C'est pas un test pour le Bénin. Et c'est justement sur ce point. Donc, qu'on le veuille ou non, voilà. Aussi, certains disent que bon, les églises sont devenues des entreprises. Quand on voit aussi le cas de certaines églises en griffe autoproclamées ici au Bénin, où il y a beaucoup d'activités économiques, des prêts d'argent et autres, certaines activités qui font peur aussi. Donc, c'est normal que les institutions compétentes veuillent avoir un avis, un regard sur la comptabilité, sur les fonds qui entrent et sortent. Mais déjà, la Direction générale des impôts, les autorités béninoises nous assurent que ce n'est pas un début d'imposition. Mais quand même, ça commence toujours quelque part. Donc, c'est juste ma peur à moi. Merci à vous tous. Je rappelle que vous êtes de l'investisseur, le directeur général de l'investisseur Nafiou Bouchola, Amadanou qui est de Bénin Intelligent, et puis Florent Roussinon de la Croix du Bénin. Mesdames et messieurs, c'était là les analyses des journalistes sur les sujets d'actualité de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière, ce sera l'Afrique et le monde. Et après le bulletin d'information, puis l'équipe va se retrouver pour le débrief de cette matinée. Je vous dis donc à tout à l'heure.